Ok, bonjour à toutes. Donc on est réunis aujourd'hui pour parler des acteurs et actrices, surtout des Alpes-Maritimes, qui travaillent assidûment pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et plus généralement pour l'égalité femmes-hommes et les causes féministes dans les Alpes-Maritimes. On peut peut-être commencer juste par faire un petit tour de table si vous voulez vous présenter et me dire un peu ce que vous faites. Qui veut commencer? Je vais commencer si ça vous va. Vas-y. Alors moi c'est Jennifer, je suis bénévole au collectif Nous Toutes 06. Ça va faire 1 an là ce mois-ci et du coup c'est un collectif de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et en plus de la communication sur les réseaux, on fait de la sensibilisation en milieu festif, donc dans les bars et aussi en festival, beaucoup avec Panda Events. Et à côté de ça, on organise aussi d'autres actions de sensibilisation, par exemple dans les lycées aussi, toujours axées sur les violences sexistes et sexuelles. Trop bien. Je suis Sandy, je suis animatrice pour le réseau Bouge ta boîte. Donc moi, je couvre le quart sud-est. Et Bouge ta boîte est un réseau professionnel féminin dont le but est de bouger les lignes de l'économie. Donc nous, on s'adresse aux entrepreneurs. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Donc Magali Altounian, moi je suis élue à la ville, je suis adjointe au maire, notamment en charge des finances, affaires européennes, rayonnement et attractivité du territoire. Et j'ai également une casquette régionale puisque je suis conseillère régionale à la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc 2 collectivités qui selon moi ont un rôle à jouer aussi pour lutter contre toutes les atteintes sexistes. Et puis les agressions sexuelles et autres dans le milieu à la fois festif, puisqu'on va l'évoquer, mais aussi en interne chez nous, aussi au sein de la collectivité, et puis dans tout autre événement porté à la fois par la ville de Nice, mais aussi la région Sud. Trop bien. Et du coup, moi, c'est Chloé. Je suis en charge du développement régional pour l'association des musiques électroniques Technopole. Et du coup, notamment, on essaye de mettre en place plusieurs actions dans la région PACA. Et donc, on travaille avec Allover, Panda et d'autres acteurs sur plein de sujets, notamment la question des violences sexistes et sexuelles en milieu festif. Donc voilà, on est partenaire notamment de l'association Act Right sur ces questions. Et voilà, et à côté de ça, je fais aussi la programmation artistique pour un petit lieu parisien. Donc voilà. Déjà peut-être pour commencer, je disais tout à l'heure violence sexiste et sexuelle, c'est un mot qu'on emploie souvent. Jennifer, peut-être tu peux nous définir ce que c'est, enfin vous toutes, mais je pense que tu serais peut-être la plus pertinente pour nous dire un peu qu'est-ce qu'on entend par les violences sexistes et sexuelles, et le harcèlement aussi, parce qu'on utilise beaucoup le terme VSS, mais il y a le harcèlement dedans. Alors, on le définit par le fait que c'est une atteinte à la dignité de la personne en fonction, enfin pour les femmes, du coup ça va être surtout le sexisme par rapport à leur genre. Et il y a la notion que la violence fait que la personne ne consent pas, en fait. La réflexion, c'est le sexisme ordinaire par exemple, c'est très clairement une atteinte à la dignité de la personne, pour les femmes par rapport à leur genre, par rapport à... On peut donner un exemple. Le sexisme ordinaire, notamment, ça va être des réflexions, t'es une fille, tu peux pas le faire, ou la conduite aussi, ou au travail, ça va être sur les tenues, sur... mais tu n'as pas mis de jupe aujourd'hui, ou cette tenue ça va très bien, et on va sexualiser. Et ensuite la violence sexuelle, ça va être toute qui va concerner l'atteinte au corps de la personne. Et ça va de l'agression sexuelle, qui est une atteinte aux zones qu'on considère sexuelles, et le viol qui est la plus importante des agressions sexuelles. Et après, dans les autres violences, on peut mettre tout en haut de la pyramide le féminicide, évidemment. Pour moi, il rentre dans les violences sexistes et sexuelles. Ouais, c'est vrai que c'est un... Ouais, c'est clair, complètement. C'est intéressant de bien souligner que en fait, quand on entend le mot violence, on peut avoir en tête certains types d'agressions, notamment en milieu festif, la main aux fesses ou le viol, mais en fait ça inclut un champ beaucoup plus large, et je pense qu'on pourra y revenir plus tard, mais aussi notamment tout l'aspect
en milieu festif, c'est finalement pas que la gestion du public, mais en fait aussi comment est-ce qu'au sein d'une structure, on prévient le sexisme, etc. Tout comme dans toute forme d'entrepreneuriat ou d'entreprise. Au sein même d'une collectivité Ouais. aussi, on est aussi également très confrontés. On a des règles qu'on doit respecter sur le nombre d'agents qui doit être féminin, un quota de femmes, dans des postes à direction aussi également. Nous-mêmes, on fait de mieux en mieux et du moins on tend vers du mieux, mais on n'est pas non plus exemplaire, c'est difficile. Et on se rend compte qu'à l'échelle d'une collectivité, c'est le même problème, par exemple, qu'à l'échelle... Moi, j'ai travaillé 6 ans au Parlement européen. Qu'à l'échelle d'un Parlement européen, avec quand même 27 États membres, 27 institutions et coutumes, traditions, pays différents, et malgré tout, on n'atteint même pas les 50% d'égalité homme-femme, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a un vrai sujet à ce niveau-là, et je pense que voilà, il n'y a pas de tabou à avoir. Naturellement, il y a des évolutions, mais ça reste quand même assez ancré, oui. C'est sûr. Et ce qui est en fait assez intéressant, je trouve, dans vos profils à toutes les trois aujourd'hui, c'est que finalement, vous avez des profils très différents. Mais en fait, ça reflète bien aussi tout ce problème de... il y a plein d'aspects, plein de dimensions. Il faut le prendre sur tous les bords. Et puis, comme tu dis, peut-être que là, je lisais un peu des chiffres dans le train pour venir. Et finalement, il y a certains aspects, on va dire, on a atteint 50-50. Mais en fait, quand tu vas regarder dans les chiffres, c'est 50-50, mais pas sur les postes à direction. Responsabilité, tout à fait. Enfin, voilà, il y a plein de... À la fois, il faut pas non plus être pessimiste, mais ouais, il y a plein de sujets et plein de domaines Mais je sur pense lesquels que travailler. tout le monde est concerné en fait, à des degrés différents et pour des raisons différentes. Tout le monde est concerné et notamment c'est un sujet qui va bien au-delà du féminisme et de ce qu'on appelle le féminisme communément. C'est-à-dire que c'est le sujet de tout le monde, vraiment. Et nous, on en ramène souvent ça à la mixité, au besoin de mixité. Et d'ailleurs, c'est une des questions qu'on pose. Pourquoi est-ce que vous œuvrez pour les femmes ? Mais on n'œuvre pas pour les femmes, on œuvre pour le monde, honnêtement. C'est-à-dire que c'est pas ce dont les femmes ont besoin, c'est ce dont le monde a besoin, la mixité. Et nous, on est sur le sujet de l'économie en particulier, et c'est prouvé que économiquement, quand on ramène la femme, tout comme l'homme, dans une place égalitaire et mixte, on a des résultats qui sont bien meilleurs. C'est sûr, complètement. Peut-être pour commencer déjà sur faire l'état un peu, notamment dans le département des Alpes-Maritimes, mais aussi région PACA, et puis sans échelle forcément limitée, un peu sur quel est l'état pour vous, à la fois des VHSS, donc violence et harcèlement sexiste et sexuel. Est-ce que quel état vous feriez, et globalement sur ces questions-là, en fait, quel état vous feriez? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une évolution, une prise de conscience Lente. Lente, ouais. Trop lente. Il y a des petites victoires, mais le travail est énorme. Ok. Le travail est énorme, que ça soit au niveau des structures... les structures qui organisent des événements festifs, mais c'est aussi par rapport à la prise en charge des victimes, le traitement judiciaire des affaires, le travail reste énorme. Il y a des petites victoires, ça on ne peut pas le nier, il y a des avancées, la mise en place du système, on va rester dans le milieu festif du coup, mais la mise en place du verre Angela, qui a été mis en place assez récemment. Donc, dans les bars, il y a des affiches qui sont posées dans les WC pour avertir les femmes qui ne se sentiraient pas, les femmes ou les autres personnes, mais principalement les femmes, parce que malheureusement, ce sont les principales victimes. C'est pour les avertir que si elles se sentent en danger, elles peuvent aller au bar et demander le cocktail Angela. Et en fait, le staff, en entendant ce nom-là, sait que la personne a besoin d'aide pour se sortir de la situation dans laquelle elle se sent en insécurité. Et c'est top, mais c'est pas encore suffisant. Il faut on parlait du fait de la nécessité de former le staff, en fait. Et c'est ce qu'on fait un petit peu avec nous toutes, avec les bars qui veulent bien collaborer, mais c'est pas encore suffisant. Clairement, il y a du travail à faire.
Parce que vous, par exemple... Oui, pardon. J'allais rebondir un peu sur ce que tu disais, parce que nous, on a lancé à peu près la campagne Demandez Angela aussi, mais qui s'étend pas uniquement au bar, mais on est aussi au niveau des professionnels, comme commerçants, restaurateurs et d'autres aussi également. Et on est assez fiers parce que déjà, c'est une démarche collective, donc que ce soit les restaurants, que ce soit les commerces. On a beaucoup de commerçants qui ont voulu participer à cette démarche. C'est financé par des fonds européens. Alors moi qui suis en charge des affaires européennes, j'aime bien rappeler aussi ce qui est financé par l'Union européenne parce que on a l'impression que c'est toujours trop éloigné et que rien n'est fait de concret. Et là, ça en fait partie, donc on est assez content. Et c'est vrai que tu as la volonté effectivement de signer une charte de prérequis, mais aussi une journée de formation parce que la formation est essentielle naturellement. Mais c'est le cas auprès des commerçants, des restaurateurs, c'est le cas aussi au sein d'une entreprise, comme ça peut être le cas aussi au sein de l'espace éducatif. Enfin, je pense que la formation est primordiale dans de nombreux domaines. Est-ce que vous, avec Nous Toutes, vous travaillez principalement avec des bars? Est-ce que vous travaillez aussi avec des organisateurs d'événements, enfin avec qui vous travaillez en fait quand vous intervenez? Alors, sur le plan événementiel et formation des professionnels du secteur festif, enfin formation, c'est plus de la sensibilisation parce que comme nous sommes toutes bénévoles, il n'y a pas de professionnalisation dans nos sensibles, mais donc avec les bars surtout qui sont ouverts tard le soir, donc là où les risques sont les plus importants. Et on travaille aussi, on collabore plutôt beaucoup avec All Over et Panda. On a fait 3 festivals cet été et l'année dernière aussi la carte blanche, les plages électro et le crossover tout dernièrement. C'était vraiment chouette. Et par contre, pour tout ce qui est sensibilisation du staff, ça va être l'action Safe Bar, donc d'aller voir les patrons de bars qui veulent bien collaborer. Et ça se fait en 2 étapes. On va poser d'abord des affiches dans le bar à l'attention de soit des témoins potentiels d'agression, soit à l'attention des victimes et aussi à l'attention des personnes qui commettraient des agressions. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, la deuxième, c'est la sensibilisation du staff à ce que sont les violences sexistes et sexuelles, principalement dans le milieu festif, et à pouvoir détecter, faire attention, prévenir idéalement en faisant attention justement et la prise en charge s'il y a lieu parce que en fait l'action Safe Bar ça vient d'une initiative de Nous Toutes après le mouvement Balance ton bar, le hashtag. Il y a un compte Balance ton bar à Nice, les témoignages sont vraiment effroyables en fait. Il y a plein de bars problématiques. Et il y avait la volonté, donc en créant l'action Safe Bar, de pouvoir au moins agir dans le secteur festif et avec les bars collaborateurs, au moins on peut dire, on a été dans ce bar, on a travaillé avec le staff, ça ne va pas enlever tout, il n'y a pas de risque zéro, mais en tout cas, on aura parlé avec le staff de ce que sont les VSS et que faire en cas d'agression. Et justement, que faire justement quand on est... Parce qu'en fait, souvent, dans ce genre de cas, les études montrent que dans la majorité des cas, ce qui se passe, c'est que quand il y a des témoins, la principale réaction, c'est un peu l'inaction, détourner le regard ou être juste choqué et ne pas réagir. Donc justement, comment faire... J'ai apporté des éléments du petit kit qu'on utilise dans l'action Safe Bar. Et les affiches, elles sont un peu grandes, donc je les ai laissées à la maison. Mais dans la deuxième partie, on fournit au staff ces cartes avec les numéros d'urgence, donc à donner à la personne qui est victime d'une agression. On a ce violentomètre qui est l'équivalent du violentomètre qu'on connaît pour les violences conjugales, mais celui-là, il est spécifique aux violences qu'on peut avoir dans les bars et les milieux festifs. Et ça, c'est à l'intention et du staff et du public, en fait. Donc, il y a plein de situations. Il y a les situations en verre qui vont être considérées comme saines, les situations où ça devient problématique et les situations dangereuses. Donc ça, c'est pas mal pour se donner une idée. Et après, on a ce petit livret
Et quand tu disais qu'est-ce qu'on fait quand on est témoin, justement, donc déjà il y a une affiche dans les bars quand on est témoin, quoi faire, pour être sûr. Et on utilise les 5D, donc distraire, déléguer, donc ça c'est si on n'est pas en capacité d'intervenir, au moins à aller chercher une personne qui pourra le faire. Documenter, ça serait de prendre des photos ou des vidéos, bien sûr, venir au secours de la personne d'abord avant de filmer. Mais documenter, c'est important si la personne a besoin de porter plainte ou que la plainte peut être faite même sans l'accord de la victime, parce que ça serait l'établissement qui peut se porter partie civile. Et donc documenter, diriger. Donc ça, c'est confronter la personne si c'est possible, c'est-à-dire aller la voir et interrompre l'interaction entre la personne qui agresse et la personne qui subit l'agression. Et le dialogue, donc ça, c'est parler avec la victime, ne pas la culpabiliser, l'écouter, la rassurer aussi, la faire se sentir en sécurité dans la mesure du possible. Et évidemment, le point bonus, parce que ça, c'est de laisser son ego de côté, c'est-à-dire on est là pour la victime, c'est l'écouter et pas se mettre en avant. Et ni par exemple, si on voit qu'une personne subit une drague beaucoup trop, enfin du harcèlement, on va dire, voilà, très clairement du harcèlement. Et si on vient en aide à la personne, derrière ne pas la draguer. Voilà, ne pas se dire ouais, chevalier, c'est cool, allez, moi j'ai ma chance, viens, je viens de te sauver, voilà, tu pourrais être sympa. Non. Du coup, on ne fait pas ça. De la situation, quoi. Voilà, exactement. Oui, parce que ça arrive malheureusement, mais je viens de t'aider, et prends-moi service, quoi. Viens prendre dans la non. Voilà, donc laisser son ego. Et c'est les 5D, donc je répète, distraire, déléguer, documenter, diriger et dialoguer. Et laisser son ego de côté. Bravo, franchement, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Bon, nous, à l'échelle de la région, on va naturellement parler de ces fameux couvercles qu'on a mis en place. On en a 400 000 qui ont déjà été délivrés à différents services. N'importe quel organisme peut demander ces couvercles. N'importe quelle collectivité peut demander ces couvercles. L'idée, effectivement, c'est d'éviter qu'on puisse y mettre des stupéfiants dans le verre d'une femme ou d'un homme, d'ailleurs. Donc, on en est content. Mais c'est vrai que de ce que tu me racontes, c'est vrai que c'est une formation de fond, quoi. C'est la sensibilisation. C'est la sensibilisation. Dans le petit kit, c'est ce qu'on laisse... C'est ce qu'on laisse au staff du bar où on est intervenu. C'est la 2e session. Il est très bien fait. En fait, on reprend les bases des bases parce que c'est nécessaire. Bien sûr. J'ai une question pour toi. Est-ce que le staff est réceptif généralement ? Alors, dans la plupart des bars où je suis intervenue, oui. Je sais que d'autres bénévoles m'ont raconté que des fois, c'était des réflexions, mais par exemple... la personne est alcoolisée, c'est pas un problème en fait. Si. D'accord. Voilà, oui, c'est une circonstance aggravante en fait. C'est une circonstance aggravante, mais donc les bases sont nécessaires. Et là où je suis allée, je pense que je peux parler des bars où on a pu intervenir. En tout cas, j'ai fait le Manolans au port. Ça s'est super bien passé, le staff à l'écoute, intéressé et vraiment... Le directeur est top en plus. Au top. Et on a fait aussi le Blast aussi. C'était le staff à l'écoute et au top. Après, les autres qu'on a fait, il y a le Blue Whales à Nice et il y a aussi le Lakator. Où l'équipe est intervenue. Et comment tu fais le benchmark en fait ? Est-ce que tu vas spontanément, comment tu fais le tri, comment tu priorises en fait ? Est-ce que c'est les établissements eux-mêmes qui viennent vers vous ? Est-ce que c'est vous qui les identifiez comme potentiellement plus à risque entre guillemets que d'autres ? Comment vous intervenez ? Alors on va déjà voir les bars qui sont ouverts le soir, tard le soir. Voilà, tard le soir, ouais. Et ensuite, on contacte soit par mail ou soit on va directement voir le staff et on leur parle de l'action, de ce qu'est l'action Safe Bar. Ils nous disent s'ils sont intéressés ou pas. Et en fonction de leur réponse, on voit aussi comment ça se passe pour pendant la première session, donc la pose des affiches et le fait de discuter déjà un petit peu avec le staff. S'ils sont réceptifs, au top, on continue. S'ils sont pas réceptifs, c'est pas grave, on passe à un autre bar et puis tant pis pour eux. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après avoir sensibilisé le staff,
on publie sur nos réseaux qu'on est allé dans ce bar faire une sensibilisation. Évidemment, c'est pas un label de ce bar est sans danger, mais en tout cas, on a fait cette sensibilisation dans ce bar. Donc ça, c'est un bonus en fait pour eux. Bien sûr. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça peut potentiellement apporter un levier économique au bar. C'est-à-dire que s'il y a moins de gens qui y vont parce que potentiellement ils n'ont pas accepté de valider ce genre de sensibilisation, dès lors qu'il y a un levier économique, on est sur un autre sujet. Enfin, ça peut être une approche, malheureusement, c'est un peu cynique, mais qui leur permet d'être plus réceptifs que d'être juste dans l'écoute du besoin. J'y ai pensé, j'y ai pensé. C'est ça en discussion, mais oui, c'était « Ah, mais vous voulez pas le faire ?» Bon, c'est dommage, vous allez perdre une belle frange. Bien sûr. Une autre question, est-ce que c'est majoritairement des hommes qui tiennent ces bars ou ce sont des femmes aussi? Alors, est-ce que la réception est différente selon... Déjà, je serais curieuse de savoir si ce sont des femmes qui gèrent les bars qui ouvrent tard la nuit ou est-ce que ce sont des gérants et non pas des gérantes. Gérants principalement. Les gérants principalement. Et le staff est majoritairement masculin. Merci. Et il y a des femmes. Je n'ai pas fait de sensibilisation avec des femmes, mais les autres bénévoles, quand elles en ont fait, ça se passait bien. Tout le monde était à peu près réceptif et à l'écoute. Ouais. C'est intéressant. Et la discussion est toujours enrichissante et intéressante avec le staff des bars qui collaborent. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans le fait d'échanger avec du staff, c'est que tu peux aussi créer mettre sur la table une discussion qui ne serait pas apparue sinon. Et du coup, parfois, les gens peuvent être complètement fermés, mais parfois, ça peut aussi lancer des débats dans l'équipe en interne assez intéressants, tu vois, même si tu as des femmes qui sont là dans l'équipe et qui vont dire que, tu vois, il y en a une qui parle un peu plus fort et qui disent, bah non, tu racontes n'importe quoi, c'est pas vrai et tout, et ça permet de faire avancer les choses. Pour faire le lien peut-être avec vous, ce que vous faites au niveau de la région et de la collectivité, le Centre national de la musique, maintenant, a fait passer depuis 2023 une condition pour être affilié au CNM et donc déposer une demande d'aide, c'est que l'équipe de direction ait été formée aux questions de prévention, de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et du coup, nous, par exemple, en interne chez Technopole, on a fait cette formation et justement, c'était intéressant parce que même si on est tous quand même assez sensibilisés de ces questions, ça crée un espace de discussion et c'était assez fort. Et du coup, est-ce que vous envisagez au niveau de la collectivité justement ce type d'action et de levier aussi pour forcer un peu les gens à avoir ce genre de discussion? Alors nous, on a déjà en interne, depuis 2012, signé une charte européenne qui vise à justement assurer l'égalité au sein même des effectifs, entre guillemets, de pouvoir aussi prévenir contre les violences sexistes et sexuelles. Mais je pense que c'est une excellente idée et qu'en l'occurrence, peut-être rafraîchir la mémoire à tous et faire des formations spécifiques, ça fait pas de mal. Ça fait du mal à personne en fait. Donc moi je serais ravie d'en rediscuter en interne, même si c'est vrai qu'on a, ne serait-ce que sur l'emploi du temps de nos agents, on respecte plus les heures par exemple. Elles ont la possibilité, les hommes comme les femmes, de finir plus tôt aussi. Il y a pas parce que ça permet à des femmes de pouvoir assurer entre guillemets vie privée, vie publique. De plus en plus les hommes aussi d'ailleurs, parce qu'on parle des femmes, mais la possibilité d'un homme de trouver un juste milieu entre la vie privée et la vie professionnelle aussi, c'est aussi important. Mais oui, former toujours plus. Moi je suis toujours favorable à ce genre d'initiative, et puis on pourra en discuter pour voir quel organisme et comment. Mais même avec toi, parce que vraiment... c'est vrai que nous, on est en lien avec, par exemple, la Fédération de l'hôtellerie de restauration. Je ne sais pas si c'est des personnes que vous avez déjà sensibilisées, mais ça peut être un canal sur lequel vous pouvez intervenir. Tu vois, lors d'une AG, par exemple, de la Fédé ou, par exemple, d'associations de commerçants, proposer ces formations, ça peut permettre de te faire gagner du temps et peut-être cibler aussi certains commerces, quoi. Ça serait avec plaisir. Après, je pense qu'il y a un organisme qui serait plus à même de le faire et de façon vraiment professionnelle, ça serait le CIDFF. Oui, on travaille beaucoup déjà avec qui Prune propose des formations justement avec Frédéric, et on travaille beaucoup avec eux déjà. CIDFF, c'est Centre
Alors, moi, c'est horrible, c'est le centre des femmes. Alors, ouais, parce que moi, j'ai CIDFF, je vois très bien où ils sont. Leurs locaux, on les connaît par cœur. Mais moi aussi, je crois que c'est le centre d'information, CIDF. Centre d'information sur les droits des femmes et des familles des Alpes-Maritimes, voilà, c'est pour ça. 06. C'est ça, ouais. Et du coup, au niveau par exemple de la ville de Nice, est-ce que vous avez. Donc, tu parlais du dispositif Angela, on a les couvercles. Oui, on a les couvercles aussi. On participe aussi financièrement à des hackathons. On a une association qui s'appelle G-Addiction, je ne sais pas si vous connaissez, qui a lancé une sorte d'hackathon, escape game sur justement de prévention des violences sexistes et sexuelles. Donc, nous, on les a soutenus financièrement, là aussi avec un projet européen. Pardon de le dire, mais c'est vrai que c'est important pour moi, qui permet de cibler la tranche 13-23 ans pour pouvoir un peu les sensibiliser sur des sujets. Parce que au fond, on se rend compte que ça reste quand même problématique et qu'à tout âge, en fait, il faut sensibiliser. Il y a des débats, même au sein même du conseil municipal. Je ne vais pas vous dire quelle partie plus que notre, mais en tout cas, nous, on encourage par exemple dès la crèche à laisser la possibilité des enfants d'aller ou vers une cuisine ou aller au camion de pompier pour grossir le trait. On se fait traiter de wokisme ou bien d'autres, voilà, je vous fais passer les détails, les conseils municipaux sont assez touchy, et nous on est au contraire, on est plutôt favorable, on intervient dès la crèche parce qu'on considère que c'est à cet âge-là que la sensibilisation se fait en fait. En fait, tout ce qu'on fait là, on n'aurait pas besoin de le faire si ça avait été fait dès le départ. Voilà, nous on considère que le plus tôt, et alors on est un peu moqué en disant mais à cet âge-là, oui, en fait, à cet âge-là, justement, et je pense plutôt c'est mieux c'est. Après, on a effectivement, comme toutes les autres collectivités, on a un numéro dédié aussi à destination des femmes qu'on a mis dès 2011, sur lequel les femmes peuvent appeler dès qu'elles se sentent menacées. Mais ça peut être dans un cadre professionnel, dans son couple aussi. Ça peut être juste une agression verbale comme une agression sexiste dans son couple ou dans la vie du quotidien ou dans son travail ou autre. Donc voilà, donc ça on n'est pas les seuls, mais on le fait aussi également, et je pense que le but c'est aussi d'en parler, voilà. Plus on en parle et plus on libère la parole sur ça, et à tout âge, voilà. Et j'insiste vraiment à tout âge, en tout cas c'est le positionnement des collectivités que je représente aujourd'hui, et j'en suis fière parce que c'est important d'agir à tous les niveaux. Et j'insiste vraiment, pardon d'être un peu longue, mais je pense qu'il faut être sur ça, il n'y a pas de... Je veux dire, il n'y a pas de couleur politique, il n'y a pas de... c'est en travaillant avec tout l'écosystème, collectivités, associations, qu'on fera milieu privé aussi, milieu entrepreneurial, qu'on arrivera à faire évoluer les choses. Tout à fait. Carcéral, tu me disais judiciaire. Je veux dire, la formation des policiers qui accueillent une plainte, c'est juste scandaleux. On aura le cas d'en parler, mais c'est juste scandaleux. Je veux dire, quand on arrive et qu'on a en face de soi quelqu'un qui n'est pas en capacité de comprendre et qui est ultra brutal dans sa façon d'être, c'est pire, quoi. Je veux dire, ça décourage quand même une victime, ça décourage... Donc ça, je pense qu'il y a énormément de travail à faire. Mais comme... on parlait des entreprises, moi je veux dire, quand je suis très engagée sur l'entrepreneuriat féminin, quand on va chercher des dons pour financer son action et qu'on parle des culottes menstruelles et qu'en face de soi on n'a que des hommes qui vous rigolent au nez et qui comprennent absolument rien à ce que vous êtes en train de dire, là aussi c'est de la violence, c'est de la cruauté face à des gens, à des femmes qui s'investissent dans l'entrepreneuriat, c'est du temps, c'est de l'argent, parfois à jongler avec sa vie privée, c'est des concessions. Je pense que la violence et la cruauté, elle peut être à tous les niveaux, et dans tous les domaines. Est-ce que à chacune, à vos échelles, vous avez l'impression aussi, je me rends pas compte à quel point il y a aussi de la formation entre guillemets à faire auprès des femmes pour conscientiser aussi certaines violences ou agressions, micro-agressions, qui en fait auraient été complètement intériorisées, notamment peut-être j'imagine toi avec les entrepreneuses aussi que tu accompagnes. Moi je le vois beaucoup dans le monde du travail, en progressant petit à petit, de se rendre compte après coup en fait, mais il y a 2 ans on m'a dit tel truc et c'était pas du tout ok ou Ah oui complètement. De toute façon nous on est vraiment sur le sujet de l'économie et du business pour le coup, donc là où on va accompagner les femmes c'est sur leur posture d'entrepreneur, leur posture de dirigeante. C'est de la montée en compétence, c'est de la prise de confiance, mais oui bien sûr aussi c'est en fait se retrouver entre elles dans un réseau, c'est aussi ce qui les aide à réaliser
certaines choses sur leur vie passée, sur leur vie actuelle, qui ont été acceptées, qui ne sont plus acceptables et sur lesquelles on doit bouger. Donc encore une fois, nous, c'est vraiment pas en milieu festif, c'est plus vraiment le milieu entrepreneurial. Mais oui, bien sûr. Et j'avais des cas qui sont un peu similaires de ce que j'appellerais plutôt une violence morale, dans ce cas-là, de sexisme moral, d'une femme qui voulait monter son entreprise et qui est allée rencontrer des investisseurs, tout ça, et les rencontres se passaient bien, jusqu'à ce qu'on lui demande de venir avec son mari pour pouvoir valider le projet. Bon, voilà, nous c'est à ce genre de choses qu'on est confrontés, par exemple, où nous on a des adhérentes, c'est un réseau où les femmes adhèrent, et où on a, ça m'est arrivé une fois, un homme qui a appelé pour dire je vais résilier pour ma femme puisque c'est moi qui l'ai abonné. Donc, ce genre de cas. Où clairement il y a encore des choses à faire pour bouger ces fameuses lignes. Donc, mais encore une fois, ça c'est vraiment sous le spectre plutôt économique, mais on le voit, comme on disait, à tous les niveaux. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi? Parce que tout à l'heure, donc, tu disais, je suis complètement d'accord avec toi, que l'enjeu de la mixité et de la parité, etc., c'est quelque chose de très important au niveau de la société. Et en quoi est-ce que le fait de créer des espaces de sororité entre femmes participe à la mixité? Parce que souvent, et nous dans la musique, on a pas mal d'initiatives pour aider des artistes, des DJ entre femmes à se former entre elles. Et souvent, l'argument qu'on reçoit, c'est ok, mais en fait, vous faites votre truc entre filles. Oui. Et donc, pourquoi est-ce que l'un n'empêche pas l'autre? Alors, déjà, moi, c'est un des trucs que j'explique le plus souvent possible, c'est qu'aujourd'hui, on le sait, les hommes sont là, les femmes sont là. Si on continue à monter tout le monde en compétences à la même vitesse, on va juste faire ça. Donc, on a vraiment besoin d'accompagner les femmes en particulier pour pouvoir arriver à une égalité. Déjà, ça, c'est la première chose. Et au niveau de se retrouver entre femmes, c'est exactement pareil que quand un groupe de jeunes se constitue ou un groupe de seniors qui va faire du Scrabble. On se retrouve entre nous parce qu'on a des valeurs communes, en fait. Et donc, du coup, c'est même plus un sujet de sexe ou de genre. C'est le sujet de se retrouver sur des valeurs communes. Donc, les femmes se sentent entre elles, tout comme les business clubs ont commencé à exister bien avant. Et c'était les hommes qui se retrouvaient entre eux parce qu'ils avaient des problématiques d'hommes dont ils parlaient entre eux, en fait. Donc, les femmes ont ce même besoin de sororité pour échanger sur des problématiques communes, tout simplement. Et au niveau de la montée en compétences, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'elles ont énormément besoin, vis-à-vis du syndrome de l'imposteur, vis-à-vis du tabou sur l'argent, que toutes ces choses-là leur soient adressées en particulier, d'arrêter de se minimiser. On en parlait tout à l'heure en off, une femme, c'est sa petite entreprise, une femme, c'est son petit service. Elle minimise toujours. Donc il y a énormément de travail à faire pour qu'elle se sente à niveau, comme n'importe qui d'autre, en fait. Ouais, tout à fait. Voilà. On a vraiment la même problématique, en tout cas dans le milieu un peu artistique, de soutenir des femmes pour développer leur projet d'artiste et de s'affirmer en fait sur scène vis-à-vis d'autres artistes hommes de rétablir un peu l'équilibre. Et en t'écoutant parler, ça me faisait penser à ce que tu disais aussi, tu vois, de la femme qui va présenter son projet de culotte menstruelle face à des hommes qui, en fait, ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas leurs règles, en fait. Même avec la plus grande volonté qui soit, il n'empêche que le regard vide auquel elles sont confrontées, il est réel parce qu'au final, ils le vivent pas, quoi. Tout à fait. Et c'est là aussi, je pense qu'il serait temps aussi, sur tout ce qui est, business angel et autres, mais tu le sais mieux que moi, il y a un travail à faire conséquent, ouais. Et la raison pour laquelle les femmes on appelle ça une fuite vers l'entrepreneuriat, c'est parce on leur laisse pas suffisamment de place dans les comex, dans les codires. Donc comme elles n'ont pas, et comme du coup on n'a pas suffisamment de place, forcément ça ne se reflète nulle part, ou pas suffisamment. Donc il y a une fuite vers l'entrepreneuriat énorme. Et encore là, elles sont sur des postures souvent très petites. Voilà, elles n'osent pas parler et voir grand. C'est très très rare. Non, mais c'est vrai que moi je le vois à l'échelle du territoire, c'est-à-dire que tous les présidents de grandes associations, CCI, Aéroport, UPE, Fédération d'hôtellerie et restauration, même si c'est des gens très ouverts, très accessibles et très impactés par ces problématiques, ça reste des hommes en fait. Donc on se dit à quel moment on va passer le cap et à quel moment on va pouvoir avoir au moins une ou deux femmes à ses responsabilités. Et au niveau de la politique, nous l'avantage en termes électoraux, c'est une obligation de switcher entre un homme et une femme quand on présente une liste. Donc si c'est un homme tête de liste, ça sera femme, homme, femme, homme. Si c'est l'inverse, ce sera homme, femme,
homme-femme, donc ça c'est une garantie. Après, dans l'exercice même de nos délégations, moi il m'est arrivé d'en avoir, c'est vrai que chaque année j'ai des nouvelles responsabilités et quelqu'un bien placé me dit ça va pas faire trop pour toi. Voilà. Bon, moi je considère que si je le peux, il y a que moi qui peux décider de ce qui est trop pour moi ou pas. Voilà. Mais je pense que on l'aurait pas dit à un homme. Et après, en plus, sur des sujets, moi je suis à la fois sur les finances de la ville, donc voilà, je vous passe les détails. Et puis c'est vrai que je pense qu'il faut assumer le fait que moi je cherche pas le mimétisme, je sais pas de me comparer à d'autres collègues, chacun son style. Je pense que ça peut être vrai pour chaque femme voilà, qu'on en représente aujourd'hui dans n'importe quel domaine. Voilà, moi je reconnais que je fais des finances à ma manière et que ma manière de m'exprimer et de défendre mes sujets ne correspond et ne regarde que moi et ma manière d'être en fait. Et je pense qu'il ne faut pas rentrer dans le piège de faire du mimétisme. Voilà. Il ne faut pas rentrer dans le piège. Moi je parlais avec beaucoup de femmes quand je travaillais au Parlement européen, je travaillais pour une députée qui était là pendant 25 ans, qui était de l'ancienne école, et donc elle-même elle se contrôlait en termes même de sa manière de s'habiller. Et c'est là que le Parlement européen fait beaucoup de bien, selon moi, c'est que quand on est confronté à 27 États membres, 27 coutumes différentes, il n'y a pas de code, il n'y a pas de hiérarchie. Et en fait, on s'adresse plutôt à la personne plutôt qu'à ce qu'elle représente, en fait. Et j'aimerais qu'un jour, ça soit la norme, en fait, qu'une femme puisse débattre d'un sujet avec un méga col roulé, un méga col en V si elle en a envie, une jupe courte, et faire preuve autant d'autorité. Mais malgré tout, je sais qu'il y a encore des femmes, et moi, dans mon milieu en politique, on se bride vachement, quoi. Pas trop coloré. Quand on est dans tel milieu, faire attention à la tenue que l'on porte, parce qu'on a peur que ça soit aussi assimilé à un manque de professionnalisme. J'espère qu'un jour on arrivera à dépasser ça aussi. Bah, c'est un peu aussi le sujet pour moi dans toute la lutte sur ces questions, c'est en fait comment est-ce qu'on fait, parce qu'il y a la situation telle qu'elle est et la situation telle qu'on aimerait qu'elle soit. Et typiquement, par exemple, on parlait de la question de la prise en charge policière quand il y a une agression. Bah oui, dans un monde idéal où une femme peut aller porter plainte et sa plainte va être reçue dans des bonnes conditions et va amener à une décision juste, dans ce cas-là, oui, en effet, on pourrait considérer que tant qu'il n'y a pas de plainte, on ne fait rien. Enfin, il y a la présomption d'innocence. Aujourd'hui, dans les faits, il y a aussi beaucoup de situations. Finalement, on va avoir des dénonciations sur les réseaux, notamment de bars, de structures. Balance ton bar, balance ta start-up. Enfin, il y en a vraiment plein. Et en fait, c'est des moyens de combler une justice qui fait un peu de pallier défaillance. Défaillance, ouais. Et souvent, l'argument qui va compte, c'est de dire il faut laisser la justice faire son rôle et ne pas prendre position. Dans l'idéal, c'est ce qu'on aimerait tous. Mais, oui, voilà. Mais dans les faits... sauf que dans les faits, c'est il y a d'autres besoins. Ouais. Un seul pourcent des personnes accusées de viol sont condamnées. Un seul pourcent, c'est absolument rien, vraiment. Et on parlait, pour reprendre le traitement judiciaire, déjà les agents de police ne sont quasiment pas formés. On pose encore des questions telles que comment vous étiez habillé. La question n'a pas lieu d'être. La tenue ne justifie pas l'agression. Le seul responsable de l'agression, c'est la personne qui agresse. Absolument pas la tenue ou le comportement, c'est non. Donc déjà, il faudrait former. Ensuite, après, il faut que... Le problème avec le traitement même quand la plainte, en fait, elle est enregistrée, le traitement de la plainte, c'est les éléments. Les éléments pour pouvoir lancer l'enquête et ensuite que ça passe qu'il y a un procès. Et après, c'est que la décision de justice soit adéquate, je dirais, oui. Avec les faits. Et le gros souci, c'est de prouver les faits. Quand ça concerne surtout les agressions sexuelles et les viols, c'est de prouver ce qui s'est passé et de pouvoir juger en fonction de ça. Et pour l'instant, c'est 1%. Pour l'instant, c'est pas assez. Et les victimes, beaucoup de victimes ne portent pas plainte aussi. Donc...
il va falloir travailler. C'est une évolution, et j'espère une évolution rapide parce qu'on est en 2023. Donc j'espère que ce ne sera pas pour 2050. Qu'on va réfléchir très rapidement à des formations déjà rien que pour les policiers, pour les gendarmes aussi, enfin pour tout le personnel qui reçoit les victimes en fait. Et ensuite au niveau judiciaire, continuer de faire évoluer les lois, continuer de faire évoluer l'opinion publique aussi, c'est très important. Et jusqu'au jour où on pourra ensuite parler calmement de la présomption d'innocence. Sur le festif. Ouais, c'est sûr. Je dirais même aussi dans le milieu médical, je pense qu'il y a aussi des choses qui doivent être faites au niveau de nos gynécologues, par exemple, des réflexions, hein, pour le coup, moi je considère comme sexiste quand on atteint un certain âge. Moi j'ai 33 ans. Il m'est arrivé d'être confrontée à des gynécologues qui me demandent gentiment de pas trop tarder parce que mes ovules sont périmés. Voilà, moi je trouve que c'est quand même une violence. On arrive, on a juste envie de rentrer, de se mettre sur la couette et de pleurer à toutes les larmes de notre corps, quoi. Je pense que rien que ça, je trouve qu'on devrait même plus l'entendre aujourd'hui, quoi. Et on l'entend encore aujourd'hui. Et quand il y a des femmes, je pense à l'hôpital, quand elles viennent après une agression sexuelle, et ben je pense que dans le meilleur des cas, dans un monde idéal, les soignants ou ceux qui les accueillent sont formés, mais il arrive aussi qu'elles soient confrontées aussi à des mauvaises expériences. Et ça, c'est terrible. Non, mais c'est terrible. Et c'est d'autant plus traumatisant. C'est d'autant plus traumatisant parce que c'est un milieu qui est censé protéger, où on est censé se sentir en confiance et accompagné. Et en fait, on se rend compte qu'on est jugé, en fait. C'est ce qu'on appelle la double peine. La première de l'agression et ensuite des suites, des démarches pour porter plainte. En milieu festif, vous, quand vous intervenez, ça se passe comment à la prise en charge d'une victime? Est-ce que vous essayez d'inviter la personne à aller déposer une main courante, une plainte? Est-ce que vous lui laissez la possibilité? Il faut savoir que nous toutes ne fait pas de prise en charge de victimes. On va rediriger et pendant les festivals où on intervient, il y a le dispositif Safer et aussi quand il y a le planning familial qui est disposé les bénévoles du planning qui sont disposés à le faire, c'est la Safe Zone. Donc la victime est récupérée ou peut aller voir directement les personnes qui gèrent la Safe Zone pour qu'elle soit mise en sécurité, redirigée s'il y a besoin. Mais les bénévoles, nous toutes, ne font pas de prise en charge parce qu'on n'est pas qualifié pour le faire. Ça demande une réelle formation, ça demande aussi un suivi parce que de prendre en charge une victime, c'est quelque chose de pas du tout anodin. Ça peut avoir un impact sur soi, donc il faut vraiment être formé et à nous toutes on l'est pas, donc on ne s'en charge pas. Par contre, j'allais rebondir un petit peu par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait de faire de la sensibilisation auprès des femmes aussi. Et au crossover, on a eu une dame cinquantenaire à peu près qui est venue au stand et qui nous a demandé ce qu'on faisait. Donc je lui explique qu'on est un collectif de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Elle me dit « je suis pour ». Quoi? Ah, mais je suis pour, les mains aux fesses, les mains à la poitrine. Et je dis bah, non, elle riait en plus. Et je dis mais il n'y a rien de drôle dans les agressions sexuelles en fait. Oui, mais sinon on ne fait plus d'enfants. Oh là là, quelle horreur. Oula, c'est un autre niveau là. Pas envie d'entendre ça là. Un autre niveau là. Et je me suis dit ah quand même. Ok, ouais. On fait pas les enfants comme ça d'abord. Les agressions sexuelles ne sont pas de la drague. Donc il y a de la sensibilisation à faire aussi auprès des femmes. Oui, il y a effectivement ce pan où on va discuter et une femme qui a subi une agression et à l'époque ne pensait pas que c'en était une et se rend compte avec le temps que c'en était une. Ça, c'est une chose. Et puis il y a malheureusement aussi tout ce qu'on va appeler en fait la misogynie intériorisée chez certaines femmes. C'est une sorte de mécanisme de défense en fait, pour survivre dans le milieu où elle évolue. Et qui va totalement absorber tout le sexisme et toute la misogynie sociétale. Et là aussi, il y a un gros travail à faire. Et en fait, le féminisme, tu le disais très bien, ça concerne tout le monde. C'est les hommes et les femmes. Et on ne naît pas féministe. C'est avec un travail, ça demande du temps. Et ça concerne vraiment, vraiment tout le monde.
C'est sûr, et c'est hyper important en fait ces dispositifs que vous avez justement pour engager la discussion avec tout type de personnes, et notamment cette dame. Il faut aussi, en étant optimiste, se dire que la discussion qui aura été engrangée va pouvoir la faire réfléchir, et on espère la faire changer. Soyons optimistes. Soyons optimistes. Okay. Avec cette dame, non la discussion n'a pas pu mais être enclenchée, mais je pense qu'elle a vu le stand et... Elle a compris qu'il fallait pas continuer la conversation. Ah oui, parce qu'en fait, elle était dans une queue juste à côté. La personne, une jeune femme derrière, s'est retournée en disant quoi. Donc, elle a compris que ses propos étaient problématiques. Mais par contre, oui, le fait d'avoir un stand dans des milieux festifs, c'est vraiment important parce que, outre ce passage un petit peu rigolo et désespérant, on a eu 2 personnes qui sont venues nous demander des conseils par rapport à des situations de violence. Une au travail et une au sein du cercle familial. Et heureusement, on se sent utile. On se sent utile. Et puis, la discussion aux plages électro, c'était de planter des petites graines pour faire sortir, en fait, des grands stéréotypes par rapport surtout aux agressions sexuelles dans le milieu festif. Et de planter ces petites graines à l'intérieur de l'esprit des gens, et de les voir réfléchir ensuite en se disant « Ah, peut-être que non, en fait, c'est vrai, je pensais ça, mais au final, de les voir réfléchir, de les voir sortir de leurs préjugés, ça, c'est vraiment merveilleux, en fait. C'est là où on se dit, le militantisme, ça sert, le fait de sensibiliser, ça sert, ça fait réfléchir, ça fait évoluer l'opinion. Et ces personnes-là, je pense que idéalement, et quand elles auront à nouveau ces discussions sur les sujets qu'on avait pu aborder avec d'autres personnes, elles vont pouvoir en fait apporter un autre point de vue et pouvoir nuancer les propos. Et c'est ça, en fait, le but de la sensibilisation, c'est que ce qu'on véhicule comme valeur et comme idée, et notamment tout ce qui est la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, que les gens puissent la retransmettre aussi à leur entourage, et que ça traverse toute la société. Moi, j'avais une petite question. Donc l'association, elle est nationale. Alors c'est un collectif, c'est pas une association. Le collectif, mais le collectif est national. Oui, il est né à Paris. Et ça, est-ce que vous remarquez, parce que j'imagine que vous vous retrouvez, que vous échangez, peut-être, est-ce que vous remarquez une différence entre le Nord et le Sud ? Non, mais pourquoi je dis ça ? Parce que dans le Sud, on est connu pour être tactile, que parfois on a on va dire le geste facile, ce qui est peut-être plus vrai dans le Sud et moins vrai dans le Nord. Je sais pas, je pose la question. Est-ce que c'est les mêmes gestes ? Machiste, on a une réputation machiste aussi. Est-ce que vraiment c'est une réalité du terrain, ou est-ce que c'est juste des préjugés qui persistent du fait d'histoires, de livres qu'on lit, ou d'une tradition depuis plusieurs années ? Moi, j'ai échangé en tout cas dans le cadre de Technopole avec notamment des organisateurs d'événements, organisatrices partout en France, et c'est pas une problématique que dans le Sud. Voilà, okay. D'être confronté aussi à vraiment une réponse du public ou pas que du public, autres partenaires, prestataires, de dire mais en fait ça n'existe pas. Les VHSS, ça n'existe pas, quoi. C'est un concept de bobo parisien. Qu'est-ce que vous venez j'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Donc après, je sais pas toi quel est via nous toutes et de manière générale ton ressenti, mais alors j'ai pas eu ce genre de discussion avec les comités locaux. Après, je te rejoins, c'est que c'est partout pareil. Et par rapport à ce que tu disais plus largement, c'est pas qu'en France, c'est partout dans le monde, en fait. Les discriminations, les agressions, c'est même pas juste concentré en Europe, c'est vraiment, ça va être mondial. Donc c'est partout pareil. Vraiment. Il n'y a pas vraiment de différence entre le sud et le nord. Et tu parlais tout à l'heure de Safer, qui est un dispositif qui a été mis en place en région PACA, dans pas mal de festivals, et qui maintenant se déploie un peu partout en France, et qu'ils envisagent de déployer dans d'autres événements autres que la musique, les événements sportifs, de prise en charge avec des brigades qui tournent sur leurs événements,
de prévention. Je pense qu'elles font un peu de formation aussi. Enfin bref, elles font beaucoup de choses. C'est un dispositif top. Il y a vraiment plein d'assos vers Toulouse. Il y a la petite aussi qui se bouge beaucoup. Donc, mine de rien, moi, dans le sud de la France, je connais aussi quand même pas mal de petites assos qui se bougent. Et du coup, d'ailleurs, ma question, c'était plus est-ce que vous travaillez? Il y a Consentis aussi au niveau national qui fait plein de choses. Act Right, est-ce que via ton collectif, vous collaborez avec d'autres structures pour des actions conjointes? Alors, à part hors cadre festival, non, pas pour l'instant, étant donné que nos bénévoles elles bougent beaucoup. Donc, on se cantonne à ce qu'on peut faire avec nos moyens. Et du coup, pour le dispositif Safer, on voit l'équipe quand on est en festival, mais pas en dehors. Et par exemple, il y a des collectivités ou au niveau européen, est-ce qu'il y a des échanges aussi qui se font parce que j'imagine que, par exemple, en tant que municipalité, il peut y avoir des problématiques communes sur lesquelles ce serait intéressant d'échanger. Par exemple, tu vois, ce qu'on a financé sur les hackathons de prévention, c'est un fonds européen. Enfin, c'est un programme de coopération entre l'Italie et la France. Et on a ciblé, donc le programme s'appelle ProSol, c'est dans tous les programmes de coopération Interreg Alcotra, et donc du coup on part du principe que Italie, France, on part des mêmes problématiques. Là on avait ciblé aussi dans des zones isolées, rurales ou autres, et en ce sens l'Union européenne finance ce genre de programme. Il y avait aussi la formation dans le milieu sanitaire santé, c'est pour ça que j'en parle aussi. Et au niveau d'une collectivité, naturellement, on soutient financièrement certaines associations. Le CIDFF, on le soutient naturellement financièrement. On a d'autres, il y a d'autres, effectivement, il y a d'autres associations. Je ne sais pas si le collectif Nous Tout Non, parce que c'est pas une association. C'est ça, parce que c'est pas une association. Voilà, on peut pas subventionner quand c'est pas une association. Mais voilà, tout ce qu'on peut essayer de faire et de soutenir, on le fait à notre niveau. Et encore une fois, je pense que c'est en s'aidant et en se parlant que ça peut marcher, quoi. Voilà. Et toi, Sandy, vous travaillez à l'échelle nationale aussi, Tout à fait. Avec d'autres structures? On fait des synergies avec partout où c'est possible. Alors nous, c'est vraiment le milieu entrepreneurial, donc on travaille avec les Premières Sud, ici notamment. Mais oui, on essaie de développer partout où c'est possible des synergies pour que ça touche un maximum de monde. Et je dis de monde et pas seulement de femmes, puisqu'effectivement, le sujet, comme je le disais, il concerne tout le monde. Donc nous, on est vraiment sur le fait que oui, on apporte un service aux adhérentes, mais on veut mobiliser sur le sujet de la mixité. Et là, d'ailleurs, Bouge ta boîte, son actualité, c'est un événement qui va avoir lieu à Paris les 12 et 13 octobre, qui s'appelle Think Bigger, avec le petit Big Her, voilà, et qui est ouvert à tous, qui n'est pas ouvert qu'aux femmes, qui est ouvert aussi aux hommes, avec des ateliers pratico-pratiques, avec des interventions de personnes très, très inspirantes qui viennent parler de ces sujets-là à tous les niveaux. Donc oui, complètement, on essaie de créer ces synergies-là. Et comme je le disais, nous, le sujet de fond, et ce qui fait un peu la différence aussi entre Bouge ta boîte et d'autres réseaux, c'est qu'on milite pour faire bouger ces fameuses lignes. Donc faire remonter des statistiques du terrain et pouvoir montrer ce que ça donne vraiment, la femme qui travaille, aussi sur ses victoires. L'idée, c'est pas de continuer à se complaire de la situation et dire ok, il y a tel et tel frein. Non, c'est un non-sujet. En fait, c'est comme pour n'importe qui d'autre quand on parle professionnel. Quelles sont les victoires? Sur quoi est-ce qu'on peut bâtir? Donc l'idée, c'est de faire des constats et de trouver des solutions ensemble. C'est un beau mot de conclusion, je trouve. Merci. Mais t'as raison, c'est important de voir ce qu'on peut faire plutôt que de rester sur ce qu'on ne peut pas faire et ce qui ne marche pas. C'est ça, avançons. Ouais. Est-ce que vous vouliez dire, j'ai pas forcément l'heure en tête, mais est-ce que je pense qu'on arrive à peu près sur la fin? Vous vouliez dire un dernier mot, peut-être chacune? Oui, alors ça ne sera pas sur les VSS en milieu festif, c'était pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à l'utilité de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge, en fait, parce qu'il y a une statistique qui est assez tragique, c'est 1 enfant sur 10 en fait est victime d'inceste en France, et le fait de les sensibiliser à ce qu'est la sexualité et son corps
Et ben, qu'est-ce que ça fait? C'est de la prévention, en fait, pour qu'au moins l'enfant puisse savoir que son corps lui appartient, qu'il a des droits sur son corps, qu'il peut en fait dire non et parler de ce qui peut lui arriver. Donc, pas du wokisme mal placé, ça a vraiment une utilité un peu, vitale, en fait. Voilà. Donc, même si certaines personnes peuvent penser que c'est de l'embrigadement idéologique, non, ça a une réelle importance parce qu'un enfant sur 10, ça fait 3 par classe. Donc, il faut bien réfléchir. Et ça va aider à tous les niveaux. Ce qu'on a discuté aujourd'hui, c'est élever aussi nos petites filles et nos petits garçons. Moi qui suis d'un point de vue purement personnel, maman d'un petit garçon, c'est comment je vais l'élever en tant qu'homme dans ce monde-là aussi. Donc oui. Oui, et puis surtout, je pense qu'il y a aussi un grand enjeu au niveau de l'éducation, de ne pas rentrer dans le piège de la distinction, au contraire, rappeler sans cesse que, tu le disais, on l'a tout dit, hein, qu'on ne soit pas limité, qu'on peut tout faire, pas féminiser ou masculiniser des métiers, donner l'impression, pas limiter au plus jeune âge des enfants, quoi. Voilà. Je pense qu'on l'a tous à peu près subi, on nous a tous dit ce qu'on était en capacité de faire ou pas faire. Bon, voilà, moi j'espère qu'un jour on arrivera dans un monde où chacun pourra réellement faire ce qu'il a envie de faire. J'ai un petit mot de la fin sur ce sujet-là. C'est une citation de mon grand-père, qui est toujours en vie, qui est toujours parmi nous, et qui dit que les machistes se souviennent que c'est une femme qui les a mis au monde. Très bien. Bah super, très bon mot de la fin. Nickel. Et non, moi je voulais juste rappeler que donc il y a l'association Nous Toutes et plein d'autres assos qui ont plein de ressources disponibles. Il y a le syndicat Profadim qui a fait un guide aussi sur comment réagir en cas de situation de sexisme au travail, en tant qu'employeur, en tant qu'employé, en tant que témoin. Il y a Consentiste, Act Right, Safer dans le milieu festif et plein d'autres. Donc voilà, aussi je pense qu'à titre individuel, c'est important de se rappeler qu'il y a plein de ressources en ligne dans lesquelles on peut aller puiser pour lutter à titre individuel ou de sa structure. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous. Merci à vous.